Bonjour et bienvenue à la ressourcerie de l'écrivain. On va commencer les contes du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. Ce sont des éditions Flammarion en 1885 et il y aura un petit ajout, si je n'oublie pas de les lire, d'une ou deux nouvelles inédites qui ont été publiées dans une édition ultérieure. Les éditions Connard avec un seul N, si vous voulez vous rigoler un petit peu. Concernant le Horla, j'avais le souvenir en fait que c'était une grande nouvelle, mais en fait c'est un recueil de nouvelles aussi. Et par contre là, ce sera aussi une édition Connard avec toujours un seul N, parce que là aussi il y a une ou deux nouvelles inédites, donc je verrai ce que je lis ensuite. Les contes du jour et de la nuit comptent 21 histoires. Je vais sans doute en lire plusieurs par soirée et plusieurs par. Je vais sans doute en lire plusieurs à la fois et j'arrive pas à repérer encore combien de temps ça va me prendre parce que ça dépend toujours de la taille de la police, etc. Donc on va essayer de tabler sur 45 minutes à 1 heure de lecture avec le petit vlog lecture derrière que vous pouvez zapper si ça vous saoule de m'entendre papoter de ce que je viens de lire. Donc je vous souhaite une très bonne écoute, à tout bientôt et surtout à la fin de la vidéo si vous voulez m'entendre en parler. Bonne lecture. Le crime au père Boniface. Ce jour-là, le facteur Boniface, en sortant de la maison de poste, constata que sa tournée serait moins longue que de coutume, et il en ressentit une joie vive. Il était chargé de la campagne autour du bourg de Vireville, et quand il revenait le soir de son long pas fatigué, il avait parfois plus de 40 kilomètres dans les jambes. Donc, la distribution serait vite faite. Il pourrait même flâner un peu en route et rentrer chez lui vers 3 heures de relevée. Quelle chance! Il sortit du bourg par le chemin de Seine-Marne et commença sa besogne. On était en juin, dans le mois vert et fleuri, le vrai mois des plaines. L'homme, vêtu de sa blouse bleue et coiffé d'un képi noir à galons rouges, traversait par des sentiers étroits les champs de colza, d'avoine ou de blé, enseveli jusqu'aux épaules dans les récoltes. Et sa tête, passant au-dessus des épis, semblait flotter sur une mer calme et verdoyante qu'une brise légère faisait mollement onduler. Il entrait dans les fermes par la barrière de bois plantée dans les talus, qu'ombrageaient 2 rangées de hêtres, et saluant par son nom le paysan « Bonjour, maître Chicot !» Il lui tendait son journal, le Petit Normand. Le fermier essuyait sa main à son fond de culotte, recevait la feuille de papier et la glissait dans sa poche pour la lire à son aise après le repas de midi. Le chien, logé dans un baril au pied d'un pommier penchant, jappait avec fureur en tirant sur sa chaîne. Et le piéton, sans se retourner, repartait de son allure militaire en allongeant ses grandes jambes, le bras gauche sur sa sacoche et le droit, manœuvrant sur sa canne qui marchait comme lui d'une façon continue et pressée. Il distribua ses imprimés et ses lettres dans le hameau de Seine-Marne, puis il se remit en route à travers champs pour porter le courrier du percepteur, qui habitait une petite maison isolée à 1 kilomètre du bourg. C'était un nouveau percepteur, monsieur Chapatis, arrivé la semaine dernière et marié depuis peu. Il recevait un journal de Paris et parfois, le facteur Boniface, quand il avait le temps, jetait un coup d'œil sur l'imprimé avant de le remettre au destinataire. Donc, il ouvrit sa sacoche, prit la feuille, la fit glisser hors de sa bande, la déplia et se mit à lire tout en marchant. La première page ne l'intéressait guère. La politique le laissait froid. Il passait toujours la finance, mais les faits divers le passionnaient. Ils étaient très nourris ce jour-là. Il s'émut même si vivement au récit d'un crime accompli dans le logis d'un garde-chasse qu'il s'arrêta au milieu d'une pièce de trèfle pour le relire lentement. Les détails étaient affreux. Un bûcheron, en passant au matin auprès de la maison forestière, avait remarqué un peu de sang sur le seuil, comme si on avait saigné du nez. « Le garde aura tué quelques lapins cette nuit, pensa-t-il. Mais en approchant, il s'aperçut que la porte demeurait entr'ouverte et que la serrure avait été brisée.
Alors, saisi de peur, il courut au village prévenir le maire. Celui-ci prit comme renfort le garde champêtre et l'instituteur, et les 4 hommes revinrent ensemble. Ils trouvèrent le forestier égorgé devant la cheminée, sa femme étranglée sous le lit, et leur petite fille, âgée de 6 ans, étouffée entre 2 matelas. Le facteur Boniface demeura tellement ému à la pensée de cet assassinat dont toutes les horribles circonstances lui apparaissaient coup sur coup, qu'il se sentit une faiblesse dans les jambes, et il prononça tout haut. « Nom de nom! Y a-t-il tout de même des gens qui sont canailles ?» Puis, il repassa le journal dans sa ceinture de papier et repartit, la tête pleine de la vision du crime. Il atteignit bientôt la demeure de M. Chapatis. Il ouvrit la barrière du petit jardin et s'approcha de la maison. C'était une construction basse, ne contenant qu'un rez-de-chaussée, coiffée d'un toit mansardé. Elle était éloignée de 500 mètres au moins de la maison la plus voisine. Le facteur monta les 2 marches du perron, posa la main sur la serrure, essaya d'ouvrir la porte et constata qu'elle était fermée. Alors, il s'aperçut que les volets n'avaient pas été ouverts et que personne encore n'était sorti ce jour-là. Une inquiétude l'envahit, car M. Chapatis, depuis son arrivée, s'était levé assez tôt. Boniface tira sa montre. Il n'était encore que 7h10 du matin. Il se trouvait donc en avance de près d'1 heure. N'importe, le percepteur aurait dû être debout. Alors il fit le tour de la demeure en marchant avec précaution, comme s'il eût couru quelque danger. Il ne remarqua rien de suspect, que des pas d'hommes dans une plate-bande de fraisiers. Mais tout à coup, il demeura immobile, perclus d'angoisse, en passant devant une fenêtre. On gémissait dans la maison. Il s'approcha, et enjambant une bordure de thym, colla son oreille contre l'auvent pour mieux écouter. Assurément, on gémissait. Il entendait fort bien de longs soupirs douloureux, une sorte de râle, un bruit de lutte. Puis les gémissements devinrent plus forts, plus répétés, s'accentuèrent encore, se changèrent en cris. Alors Boniface, ne doutant plus qu'un crime s'accomplissait en ce moment-là même chez le percepteur, partit à toutes jambes, retraversa le petit jardin, s'élança à travers la plaine, à travers les récoltes, courant à perdre haleine, secouant sa sacoche qui lui battait les reins, et il arriva, exténué, haletant, éperdu, à la porte de la gendarmerie. Le brigadier mal autour raccommodait une chaise brisée au moyen de pointes et d'un marteau. Le gendarme rôtier tenait entre ses jambes le meuble avarié et présentait un clou sur les bords de la cassure. Alors, le brigadier, mâchant sa moustache, les yeux ronds et mouillés d'attention, tapait à tout coup sur les doigts de son subordonné. Le facteur, dès qu'il les aperçut, s'écria « Venez vite! On assassine le percepteur! Vite! Vite !» Les 2 hommes cessèrent leur travail et levèrent la tête. Ces têtes étonnées de gens qu'on surprend et qu'on dérange. Boniface, les voyant plus surpris que pressés, répéta « Vite! Vite! Les voleurs sont dans la maison, j'ai entendu les cris, il n'est que temps !» Le brigadier, posant son marteau par terre, demanda « Qu'est-ce qui vous a donné connaissance de ce fait ?» Le facteur reprit « J'allais porter le journal avec 2 lettres quand je remarquai que la porte était fermée et que le percepteur n'était pas levé. Je fis le tour de la maison pour me rendre compte et j'entendis qu'on gémissait, comme si on eût étranglé quelqu'un ou qu'on lui eût coupé la gorge. Alors je m'en suis parti au plus vite pour vous chercher. Il n'est que temps. » Le brigadier, se redressant, reprit. « Et vous n'avez pas porté secours en personne ?» Le facteur, effaré, répondit. « Je craignais de n'être pas en nombre suffisant. » Alors le gendarme convaincu annonça. « Le temps de me vêtir et je vous suis. » Et il entra dans la gendarmerie, suivi par son soldat qui rapportait la chaise. Ils reparurent presque aussitôt, et tous 3 se mirent en route au pas gymnastique pour le lieu du crime. En arrivant près de la maison, ils ralentirent leur allure par précaution, et le brigadier tira son revolver. Puis, ils pénétrèrent tout doucement dans le jardin et s'approchèrent de la muraille. Aucune trace nouvelle n'indiquait que les malfaiteurs fussent partis. La porte demeurait fermée, les fenêtres closes. « Nous les tenons », murmura le brigadier.
Le père Boniface, palpitant d'émotion, le fit passer de l'autre côté, et lui montrant un auvent. « C'est là, dit-il. » Et le brigadier s'avança tout seul, et colla son oreille contre la planche. Les deux autres attendaient, prêts à tout, les yeux fixés sur lui. Il demeura longtemps immobile, écoutant. Pour mieux approcher sa tête de volet de bois, il avait ôté son tricorne et le tenait de sa main droite. Qu'entendait-il ? Sa figure impassible ne révélait rien, mais soudain, sa moustache se retroussa. Ses joues se plissèrent comme pour un rire silencieux, et enjambant de nouveau la bordure de buis, il revint vers les deux hommes qui le regardaient avec stupeur. Puis il leur fit signe de le suivre en marchant sur la pointe des pieds. Et revenant devant l'entrée, il enjoignit à Boniface de glisser sous la porte le journal et les lettres. Le facteur, interdit, obéit cependant, avec docilité. « Et maintenant, en route !» dit le brigadier. Mais dès qu'ils eurent passé la barrière, il se retourna vers le piéton, et d'un air goguenard, la lèvre narquoise, l'œil retroussé et brillant de joie. « Que vous êtes malin, vous !» Le vieux demanda. « De quoi ? J'ai entendu. Je vous jure que j'ai entendu. » Mais le gendarme, n'y tenant plus, éclata de rire. Il riait comme on suffoque, les deux mains sur le ventre, pliées en deux, l'œil plein de larmes avec d'affreuses grimaces autour du nez. Et les deux autres, affolés, le regardaient. Mais comme il ne pouvait ni parler, ni cesser de rire, ni faire comprendre ce qu'il avait, il fit un geste populaire et polisson. Comme on ne le comprenait toujours pas, il le répéta, plusieurs fois de suite, en désignant d'un signe de tête la maison toujours close. Et son soldat, comprenant brusquement à son tour, éclata d'une gaieté formidable. Le vieux demeurait stupide entre ces deux hommes qui se tordaient. Le brigadier, à la fin, se calma, et lançant dans le ventre du vieux une grande tape d'homme qui rigole, il s'écria. « Ah, farceur, sacré farceur ! Je le retiendrai, le crime au père Boniface. » Le facteur ouvrait des yeux énormes et il répéta. « Je vous jure que j'ai entendu. » Le brigadier se remit à rire. Son gendarme s'était assis sur l'herbe du fossé pour se tordre tout à son aise. « Ah, t'as entendu ? Et ta femme ? C'est-il comme ça que tu l'assassines, hein, vieux farceur ?»« Ma femme ?» Et il se mit à réfléchir longuement. Puis il reprit. « Ma femme ? Oui, elle gueule quand j'y fiche des coups. Mais elle gueule, que c'est gueuler, quoi. C'est-il donc que monsieur Chapatis battait la sienne ?» Alors, le brigadier, dans un délire de joie, le fit tourner comme une poupée par les épaules et lui souffla dans l'oreille quelque chose dont l'autre demeura abruti d'étonnement. Puis le vieux, pensif, murmura. « Non, point comme ça, point comme ça, point comme ça, elle ne dit rien, la mienne. J'aurais jamais cru, si c'était possible. On aurait juré une martyre. » Et, confus, désorienté, honteux, il reprit son chemin à travers les champs, tandis que le gendarme et le brigadier, riant toujours et lui criant de loin de grasses plaisanteries de caserne, regardaient s'éloigner son képi noir sur la mer tranquille des récoltes. Rose. Les deux jeunes femmes ont l'air ensevelies sous une couche de fleurs. Elles sont seules, dans l'immense landau chargé de bouquets comme une corbeille géante. Sur la banquette du devant, 2 bannettes de satin blanc sont pleines de violettes de Nice, et sur la peau d'ours qui couvre les genoux, un amoncellement de roses, de mimosas, de giroflées, de marguerites, de tubéreuses et de fleurs d'oranger. Nouées avec des faveurs de soie, semblent écraser les 2 corps délicats, ne laissant sortir de ce lit éclatant et parfumé que les épaules, les bras, et un peu d'écorsage dont l'un est bleu et l'autre lilas. Le fouet du cocher porte un fourreau d'anémone, les traits des chevaux sont capitonnés avec des ravenelles, les rayons des roues sont vêtus de réséda. Et à la place des lanternes, 2 bouquets ronds, énormes, ont l'air des 2 yeux étranges de cette bête roulante et fleurie. Le landau parcourt au grand trot la route, la rue d'Antibes, précédé, suivi, accompagné par une foule d'autres voitures enguirlandées,
pleine de femmes disparues sous un flot de violettes. Car c'est la fête des fleurs à Cannes. On arrive au boulevard de la Foncière, où la bataille a lieu. Tout le long de l'immense avenue, une double file d'équipages enguirlandés va et revient comme un ruban sans fin. De l'un à l'autre, on se jette des fleurs. Elles passent dans l'air comme des balles, vont frapper les frais visages, voltigent et retombent dans la poussière où une armée de gamins les ramasse. Une foule compacte, rangée sur les trottoirs, est maintenue par les gendarmes à cheval qui passent brutalement et repoussent les curieux à pied, comme pour ne point permettre aux vilains de se mêler aux riches, regarde, bruyante et tranquille. Dans les voitures, on s'appelle, on se reconnaît, on se mitraille avec des roses. Un char plein de jolies femmes vêtues de rouge comme des diables attire et séduit les yeux. Un monsieur qui ressemble au portrait d'Henri IV lance avec une ardeur joyeuse un énorme bouquet, retenu par un élastique. Sous la menace du choc, les femmes se cachent les yeux et les hommes baissent la tête. Mais le projectile gracieux, rapide et docile, décrit une courbe et revient à son maître qui le jette aussitôt vers une figure nouvelle. Les deux jeunes femmes vident à pleine main leur arsenal et reçoivent une grêle de bouquets. Puis, après une heure de bataille, un peu lasses enfin, elles ordonnent au cocher de suivre la route du golfe Juan, qui longe la mer. Le soleil disparaît derrière l'Esterel, dessinant en noir, sur un couchant de feu, la silhouette dentelée de la longue montagne. La mer calme s'étend, bleue et claire jusqu'à l'horizon où elle se mêle au ciel, et l'escadre, ancrée au milieu du golfe, a l'air d'un troupeau de bêtes monstrueuses, immobiles sur l'eau, animaux apocalyptiques, cuirassés et bossus, coiffés de mâts frêles comme des plumes, et avec des yeux qui s'allument quand vient la nuit. Les jeunes femmes, étendues sous la lourde fourrure, regardent languissamment. L'une dit enfin : « Comme il y a des soirs délicieux, où tout semble bon, n'est-ce pas, Margot ?» L'autre reprit : « Oui, c'est bon, mais il manque toujours quelque chose. »« Quoi donc ? Moi je me sens heureuse, tout à fait, je n'ai besoin de rien. »« Si, tu n'y penses pas. Quel que soit le bien-être qui engourdit notre corps, nous désirons toujours quelque chose de plus pour le cœur. » Et l'autre souriant : « Un peu d'amour ? Oui. » Elles se turent, regardant devant elles, puis celle qui s'appelait Marguerite murmura : « La vie ne semble pas supportable sans cela. J'ai besoin d'être aimée, ne fût-ce que par un chien. Nous sommes toutes ainsi d'ailleurs, quoi que tu en dises, Simone. » « Mais non, ma chère, j'aime mieux ne pas être aimée du tout que de l'être par n'importe qui. Crois-tu que cela me serait agréable, par exemple, d'être aimée par... » Elle cherchait par qui elle pourrait bien être aimée, parcourant de l'œil le vaste paysage. Ses yeux, après avoir fait le tour de l'horizon, tombèrent sur les deux boutons de métal qui luisaient dans le dos du cocher. Et elle reprit en riant : « Par mon cocher !» Madame Margot sourit à peine et prononça, à voix basse : « Je t'assure que c'est très amusant d'être aimé par un domestique. Cela m'est arrivé, 2 ou 3 fois. Il roule des yeux si drôles que c'est à en mourir de rire. Naturellement, on se montre d'autant plus sévère qu'ils sont plus amoureux. Puis on les met à la porte, un jour, sous le premier prétexte venu, parce qu'on deviendrait ridicule si quelqu'un s'en apercevait. » Madame Simone écoutait, le regard fixe devant elle. Puis elle déclara : « Non, décidément, le cœur de mon valet de pied ne me paraîtrait pas suffisant. Raconte-moi donc, comment tu t'apercevais qu'il t'aimait ? » ?»« Je m'en apercevais comme avec les autres hommes, lorsqu'ils devenaient stupides. Les autres ne me paraissent pas si bêtes à moi quand ils m'aiment. Idiot, ma chère, incapable de causer, de répondre, de comprendre quoi que ce soit. Mais toi, qu'est-ce que ça te faisait d'être aimé par un domestique ? Tu étais quoi ? Ému ? Flatté ? Ému ? Non. Flatté ? Oui, un peu. On est toujours flatté de l'amour d'un homme, quel qu'il soit. Oh, voyons, Margot ! Si, ma chère. Tiens, je vais te dire une singulière aventure qui m'est arrivée. Tu verras comme c'est curieux et confus ce qui se passe en nous dans ces cas-là.
Il y aura 4 ans, à l'automne, je me trouvais sans femme de chambre. J'en avais essayé l'une après l'autre 5 ou 6, qui étaient ineptes, et je désespérais presque d'en trouver une. Quand je lus, dans les petites annonces du journal, qu'une jeune fille sachant coudre, broder, coiffer, cherchait une place, et qu'elle fournirait les meilleurs renseignements. Elle parlait en outre l'anglais. J'écrivis à l'adresse indiquée, et le lendemain, la personne en question se présenta. Elle était assez grande, mince, un peu pâle, avec l'air très timide. Elle avait de beaux yeux noirs, un teint charmant. Elle me plut tout de suite. Je lui demandai ses certificats. Elle m'en donna un en anglais, car elle sortait, disait-elle, de la maison de Lady Rimwell, où elle était restée 10 ans. Le certificat attestait que la jeune fille était partie de son plein gré pour rentrer en France, et qu'on n'avait rien à lui reprocher, pendant son long service, qu'un peu de coquetterie française. La tournure pudibonde de la phrase anglaise me fit même un peu sourire, et j'arrêtai sur-le-champ cette femme de chambre. Elle entra chez moi le jour même. Elle se nommait Rose. Au bout d'un mois, je l'adorais. C'était une trouvaille, une perle, un phénomène. Elle savait coiffer avec un goût infini. Elle chiffonnait les dentelles d'un chapeau mieux que les meilleurs modistes, et elle savait même faire les robes. J'étais stupéfaite de ses facultés. Jamais je ne m'étais trouvée servie ainsi. Elle m'habillait rapidement, avec une légèreté de main étonnante. Jamais je ne sentais ses doigts sur ma peau, et rien ne m'est désagréable comme le contact des mains d'une bonne. Je pris bientôt des habitudes de paresse excessives. Tant il m'était agréable de me laisser vêtir, des pieds à la tête et de la chemise aux gants, par cette grande fille timide, toujours un peu rougissante, et qui ne parlait jamais. Au sortir du bain, elle me frictionnait et me massait pendant que je sommeillais un peu sur mon divan. Je la considérais, ma foi, en amie, de condition inférieure, plutôt qu'en simple domestique. Or, un matin, mon concierge me demanda avec mystère à me parler. Je fus surprise et je le fis entrer. C'était un homme très sûr, un vieux soldat, ancienne ordonnance de mon mari. Il paraissait gêné de ce qu'il avait à dire. Enfin, il prononça, en bredouillant, « Madame, il y a en bas le commissaire de police du quartier. » Je demandai brusquement, « Qu'est-ce qu'il veut ?»« Il veut faire une perquisition dans l'hôtel. » Certes, la police est utile, mais je la déteste. Je trouve que ce n'est pas là un métier noble. Et je répondis, irritée autant que blessée, « Pourquoi cette perquisition ? À quel propos ? Il n'entrera pas. » Le concierge reprit. « Il prétend qu'il y a un malfaiteur caché. » Cette fois j'eus peur, et j'ordonnai d'introduire le commissaire de police auprès de moi pour avoir des explications. C'était un homme assez bien élevé, décoré de la Légion d'honneur. Il s'excusa, demanda pardon, puis m'affirma que j'avais, parmi les gens de service, un forçat. Je fus révoltée. Je répondis que je garantissais tous les domestiques de l'hôtel, et je les passai en revue. Le concierge, Pierre Courtin, ancien soldat. Ce n'est pas lui. Le cocher, François Pingot, un paysan champenois, fils d'un fermier de mon père. Ce n'est pas lui. Un valet d'écurie, pris en Champagne également, et toujours fils de paysan que je connais, plus un valet de pied que vous venez de voir. Ce n'est pas lui. Alors, monsieur, vous voyez bien que vous vous trompez. Pardon, madame, je suis sûre de ne pas me tromper. Comme il s'agit d'un criminel redoutable, voulez-vous avoir la gracieuseté de faire comparaître ici, devant vous et moi, tout votre monde ? Je résistai d'abord, puis je cédai, et je fis monter tous mes gens, hommes et femmes. Le commissaire de police les examina d'un seul coup d'œil, puis déclara : « Ce n'est pas tout. »« Pardon, monsieur ? Il n'y a plus que ma femme de chambre, une jeune fille que vous ne pouvez confondre avec un forçat. » Il demanda : « Puis-je la voir aussi ? » ?»« Certainement. » Je sonnai Rose, qui parut aussitôt. À peine fut-elle entrée que le commissaire fit un signe, et 2 hommes que je n'avais pas vus, cachés derrière la porte, se jetèrent sur elle, lui saisirent les mains et les lièrent avec des cordes. Je poussai un cri de fureur. Je voulus m'élancer pour la défendre. Le commissaire m'arrêta. « Cette fille, madame, est un homme qui s'appelle Jean-Nicolas Le Capet, condamné à mort en 1879 pour assassinat précédé de viol. Sa peine fut commuée en prison perpétuelle.
Il s'échappa, voici 4 mois. Nous le cherchons depuis lors. » J'étais affolée, atterrée. Je ne croyais pas. Le commissaire reprit en riant. « Je ne puis vous donner qu'une preuve. Il a le bras droit tatoué. » La manche fut relevée. C'était vrai. L'homme de police ajouta avec un certain mauvais goût. « Fiez-vous-en à nous pour les autres constatations. » Et on emmena ma femme de chambre. Eh bien, le croirais-tu ? Ce qui dominait en moi, ce n'était pas la colère d'avoir été jouée ainsi, trompée et ridiculisée. Ce n'était pas la honte d'avoir été ainsi habillée, déshabillée, maniée et touchée par cet homme, mais une humiliation profonde, une humiliation de femme, comprends-tu ? Non ? Pas très bien ? Voyons, réfléchis. Il avait été condamné pour viol, ce garçon. Eh bien, je pensais à celle qu'il avait violée, et ça m'humiliait, voilà. Comprends-tu maintenant ? Et madame Margot ne répondit pas. Elle regardait droit devant elle, d'un œil fixe et singulier, les 2 boutons luisants de la livrée, avec ce sourire de sphinx qu'ont parfois les femmes. Le père. Comme il habitait les Batignolles, étant employé au ministère de l'Instruction publique, il prenait chaque matin l'omnibus pour se rendre à son bureau. Et chaque matin, il voyageait jusqu'au centre de Paris, en face d'une jeune fille dont il devint amoureux. Elle allait à son magasin, tous les jours, à la même heure. C'était une petite brunette, de ces brunes dont les yeux sont si noirs qu'ils ont l'air de taches et dont le teint a des reflets d'ivoire. Il la voyait apparaître toujours au coin de la même rue, et elle se mettait à courir pour rattraper la lourde voiture. Elle courait d'un petit air pressé, souple et gracieux, et elle sautait sur le marchepied avant que les chevaux fussent tout à fait arrêtés. Puis elle pénétrait dans l'intérieur en soufflant un peu, et s'étant assise, jetait un regard autour d'elle. La première fois qu'il la vit, François Tessier sentit que cette figure-là lui plaisait infiniment. On rencontre parfois de ces femmes qu'on a envie de serrer éperdument dans ses bras, tout de suite, sans les connaître. Elle répondait, cette jeune fille, à ses désirs intimes, à ses attentes secrètes, à cette sorte d'idéal d'amour qu'on porte, sans le savoir, au fond du cœur. Il la regardait obstinément, malgré lui. Gênée par cette contemplation, elle rougit. Il s'en aperçut et voulut détourner les yeux, mais il les ramenait à tout moment sur elle, quoiqu'il s'efforçât de les fixer ailleurs. Au bout de quelques jours, ils se connurent sans s'être parlé. Il lui cédait sa place quand la voiture était pleine et montait sur l'impériale, bien que cela le désolât. Elle le saluait maintenant d'un petit sourire, et quoiqu'elle baissât toujours les yeux sous son regard, qu'elle sentait trop vif, elle ne semblait plus fâchée d'être contemplée ainsi. Ils finirent par causer. Une sorte d'intimité rapide s'établit entre eux, une intimité d'une demi-heure par jour. Et c'était là, certes, la plus charmante demi-heure de sa vie à lui. Il pensait à elle tout le reste du temps, la revoyait sans cesse pendant les longues séances du bureau, hanté, possédé, envahi par cette image flottante et tenace qu'un visage de femme aimée laisse en nous. Il lui semblait que la possession entière de cette petite personne serait pour lui un bonheur fou, presque au-dessus des réalisations humaines. Chaque matin, maintenant, elle lui donnait une poignée de main, et il gardait jusqu'au soir la sensation de ce contact, le souvenir dans sa chair de la faible pression de ses petits doigts. Il lui semblait qu'il en avait conservé l'empreinte sur sa peau. Il attendait anxieusement, pendant tout le reste du temps, ce court voyage en omnibus, et les dimanches lui semblaient navrants. Elle aussi l'aimait sans doute, car elle accepta, un samedi de printemps, d'aller déjeuner avec lui, à Maisons Laffitte, le lendemain. Elle était la première à l'attendre à la gare. Il fut surpris, mais elle lui dit « Avant de partir, j'ai à vous parler. Nous avons 20 minutes, c'est plus qu'il ne faut. » Elle tremblait, appuyée à son bras, les yeux baissés et les joues pâles. Elle reprit « Il ne faut pas que vous vous trompiez sur moi. Je suis une honnête fille, et je n'irai là-bas avec vous que si vous me promettez, si vous me jurez
de ne rien faire qui ne soit pas convenable. Elle était devenue soudain plus rouge qu'un coquelicot. Elle se tut. Il ne savait que répondre, heureux et désappointé en même temps. Au fond du cœur, il préférait peut-être que ce soit ainsi. Et pourtant, il s'était laissé bercer cette nuit par des rêves qui lui avaient mis le feu dans les veines. Il l'aimerait moins assurément s'il la savait de conduite légère, mais alors ce serait si charmant, si délicieux pour lui. Et tous les calculs égoïstes des hommes en matière d'amour lui travaillaient l'esprit. Comme il ne disait rien, elle se remit à parler à voix émue, avec des larmes au coin des paupières. « Si vous ne me promettez pas de me respecter tout à fait, je m'en retourne à la maison. » Il lui serra le bras tendrement et répondit « Je vous le promets, vous ne ferez que ce que vous voudrez. » Elle parut soulagée et demanda en souriant « C'est bien vrai, ça ?» Il la regarda au fond des yeux. « Je vous le jure. »« Prenons les billets, » dit-elle. Ils ne purent guère parler en route, le wagon étant au complet. Arrivés à Maisons Laffitte, ils se dirigèrent vers la Seine. L'air tiède amollissait la chair et l'âme. Le soleil tombant en plein sur le fleuve, sur les feuilles et les gazons, jetait 1000 reflets de gaieté dans les corps et dans les esprits. Ils allaient, la main dans la main, le long de la berge en regardant les petits poissons qui glissaient, par troupes, entre deux eaux. Ils allaient, inondés de bonheur, comme soulevés de terre dans une félicité éperdue. Elle dit enfin « Comme vous devez me trouver folle ?» Il demanda « Pourquoi ça ?» Elle reprit « N'est-ce pas une folie de venir comme ça toute seule, avec vous ?»« Mais non, c'est bien naturel. »« Non, ce n'est pas naturel, pour moi, parce que je ne veux pas fauter. Et c'est comme ça qu'on faute, cependant. Mais si vous saviez, c'est si triste tous les jours la même chose, tous les jours du mois et tous les mois de l'année. Je suis toute seule avec maman. Et comme elle a eu bien des chagrins, elle n'est pas gaie. Moi, je fais comme je peux. Je tâche de rire quand même, mais je ne réussis pas toujours. C'est égal. C'est mal d'être venu. Vous ne m'en voudrez pas, au moins. » Pour répondre, il l'embrassa vivement dans l'oreille. Mais elle se sépara de lui, d'un mouvement brusque, et fâchée, soudain. « Oh, monsieur François, après ce que vous m'avez juré !» Et ils revinrent vers Maisons Laffitte. Ils déjeunèrent au Petit Havre, maison basse, ensevelie sous 4 peupliers énormes au bord de l'eau. Le grand air, la chaleur, le petit vin blanc et le trouble de se sentir l'un près de l'autre les rendaient rouges, oppressés et silencieux. Mais après le café, une joie brusque les envahit, et ayant traversé la Seine, ils repartirent le long de la rivière vers le village de la Frette. Tout à coup, il demanda « Comment vous appelez-vous ?»« Louise. » Il répéta « Louise », et il ne dit plus rien. La rivière, décrivant une longue courbe, allait baigner au loin une rangée de maisons blanches qui se miraient dans l'eau, la tête en bas. La jeune fille cueillait des marguerites, faisait une grosse gerbe champêtre, et lui, il chantait à pleine bouche, gris comme un jeune cheval qu'on vient de mettre dans l'herbe. À leur gauche, un coteau planté de vignes suivait la rivière, mais François s'arrêta soudain, et demeurant immobile d'étonnement, « Oh, regardez !» Les vignes avaient cessé, et toute la côte maintenant était couverte de lilas en fleurs. C'était un bois violet, une sorte de grand tapis étendu sur la terre, allant jusqu'au village, là-bas, à 2 ou 3 kilomètres. Elle restait aussi saisie, émue. Elle murmura « Oh, que c'est joli !» Et, traversant un champ, ils allèrent, en courant, vers cette étrange colline qui fournit, chaque année, tous les lilas traînés à travers Paris, dans les petites voitures des marchandes ambulantes. Un étroit sentier se perdait sous les arbustes. Ils le prirent, et ayant rencontré une petite clairière, ils s'assirent. Des légions de mouches bourdonnaient au-dessus d'eux, jetaient dans l'air un ronflement doux et continu, et le soleil, le grand soleil d'un jour sans brise, s'abattait sur le long coteau épanoui, faisait sortir de ce bois de bouquet un arôme puissant, un immense souffle de parfum, cette sueur des fleurs. Une cloche d'église sonnait au loin, et tout doucement, ils s'embrassèrent.
puis s'étreignirent, étendus sur l'herbe, sans conscience de rien que de leur baiser. Elle avait fermé les yeux et le tenait à plein bras, le serrant éperdument, sans une pensée, la raison perdue, engourdie de la tête aux pieds dans une attente passionnée. Et elle se donna tout entière sans savoir ce qu'elle faisait, sans comprendre même qu'elle s'était livrée à lui. Elle se réveilla, dans l'affolement des grands malheurs, et elle se mit à pleurer, gémissant de douleur, la figure cachée sous ses mains. Il essayait de la consoler, mais elle voulut repartir, revenir, rentrer tout de suite. Elle répétait sans cesse, en marchant à grands pas. « Mon Dieu! Mon Dieu !» Il lui disait. « Louise! Louise! Restons, je vous en prie. » Elle avait maintenant les pommettes rouges et les yeux caves. Dès qu'ils furent dans la gare de Paris, elle le quitta, sans même lui dire adieu. Quand il la rencontra, le lendemain, dans l'omnibus, elle lui parut changée, amaigrie. Elle lui dit « Il faut que je vous parle. Nous allons descendre au boulevard. » Dès qu'ils furent seuls sur le trottoir, « Il faut nous dire adieu, dit-elle. Je ne peux pas vous revoir après ce qui s'est passé. » Il balbutia. « Mais pourquoi ? » « Parce que je ne peux pas. J'ai été coupable. Je ne le serai plus. » Alors il l'implora, la supplia, torturé de désir, affolé du besoin de la voir tout entière, dans l'abandon absolu des nuits d'amour. Elle répondait obstinément. « Non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas. » Mais il s'animait, s'excitait davantage. Il promit de l'épouser. Elle dit encore « Non. » et le quitta. Pendant 8 jours, il ne la vit pas. Il ne put la rencontrer. Et comme il ne savait point son adresse, il la croyait perdue pour toujours. Le 9e, au soir, on sonna chez lui. Il alla ouvrir. C'était elle. Elle se jeta dans ses bras et ne résista plus. Pendant 3 mois, elle fut sa maîtresse. Il commençait à se lasser d'elle quand elle lui apprit qu'elle était grosse. Alors, il n'eut plus qu'une idée en tête, rompre à tout prix. Comme il n'y pouvait parvenir, ne sachant s'y prendre, ne sachant que dire, affolé d'inquiétude, avec la peur de cet enfant qui grandissait, il prit un parti suprême. Il déménagea, une nuit, et disparut. Le coup fut si rude qu'elle ne chercha pas celui qui l'avait ainsi abandonnée. Elle se jeta aux genoux de sa mère en lui confessant son malheur, et quelques mois plus tard, elle accoucha d'un garçon. Des années s'écoulèrent. François Tessier vieillissait sans qu'aucun changement se fît en sa vie. Il menait l'existence monotone et morne des bureaucrates, sans espoir et sans attente. Chaque jour, il se levait à la même heure, suivait les mêmes rues, passait par la même porte devant le même concierge, entrait dans le même bureau, s'asseyait sur le même siège et accomplissait la même besogne. Il était seul au monde, seul le jour, au milieu de ses collègues indifférents, seul la nuit, dans son logement de garçon. Il économisait 100 francs par mois pour la vieillesse. Chaque dimanche, il faisait un tour aux Champs-Élysées, afin de regarder passer le monde élégant, les équipages et les jolies femmes. Il disait le lendemain à son compagnon de peine « Le retour du bois était fort brillant hier. » Or, un dimanche, par hasard, ayant suivi des rues nouvelles, il entra au parc Monceau. C'était par un clair matin d'été. Les bonnes et les mamans, assises le long des allées, regardaient les enfants jouer devant elles. Mais soudain, François Tessier frissonna. Une femme passait, tenant par la main 2 enfants, un petit garçon d'environ 10 ans et une petite fille de 4 ans. C'était elle. Il fit encore une centaine de pas, puis s'affaissa sur une chaise, suffoqué par l'émotion. Elle ne l'avait pas reconnue. Alors il revint, cherchant à la voir encore. Elle s'était assise maintenant. Le garçon demeurait très sage à son côté, tandis que la fillette faisait des pâtés de terre. C'était elle, c'était bien elle. Elle avait un air sérieux de dame, une toilette simple, une allure assurée et digne. Il la regardait de loin, n'osant pas approcher. Le petit garçon leva la tête, François Tessier se sentit trembler. C'était son fils, sans doute. Et il le considéra, et il crut se reconnaître lui-même tel qu'il était sur une photographie faite autrefois.
et il demeura caché derrière un arbre, attendant qu'elle s'en allât, pour la suivre. Il n'endormit pas la nuit suivante. L'idée de l'enfant surtout le harcelait. Son fils. Oh. S'il avait pu savoir, être sûr. Mais qu'aurait-il fait? Il avait vu sa maison, il s'informa. Il apprit qu'elle avait été épousée par un voisin, un honnête homme de mœurs graves, touché par sa détresse. Cet homme, sachant la faute et la pardonnant, avait même reconnu l'enfant, son enfant à lui, François Tessier. Il revint au parc Monceau chaque dimanche. Chaque dimanche, il la voyait. Et chaque dimanche, une envie folle, irrésistible l'envahissait, de prendre son fils dans ses bras et de le couvrir de baisers, de l'emporter, de le voler. Il souffrait affreusement dans son isolement misérable de vieux garçon sans affection. Il souffrait une torture atroce, déchiré par une tendresse paternelle faite de remords, d'envie, de jalousie, et de ce besoin d'aimer ses petits que la nature a mis aux entrailles des êtres. Il voulut enfin faire une tentative désespérée, et s'approchant d'elle, un jour comme elle entrait au parc, il lui dit, planté au milieu du chemin, livide, les lèvres secouées de frissons. « Vous ne me reconnaissez pas ?» Elle leva les yeux, le regarda, poussa un cri d'effroi, un cri d'horreur, et saisissant par les mains ses deux enfants, elle s'enfuit en les traînant derrière elle. Il rentra chez lui pour pleurer. Des mois encore passèrent, il ne la voyait plus, mais il souffrait jour et nuit, rongé, dévoré par sa tendresse de père. Pour embrasser son fils, il serait mort, il aurait tué, il aurait accompli toutes les besognes, bravé tous les dangers, tenté toutes les audaces. Il lui écrivit à elle. Elle ne répondit pas. Après 20 lettres, il comprit qu'il ne devait point espérer la fléchir. Alors il prit une résolution désespérée, et prêt à recevoir dans le cœur une balle de revolver s'il le fallait. Il adressa à son mari un billet de quelques mots. « Monsieur, mon nom doit être pour vous un sujet d'horreur, mais je suis si misérable, si torturé par le chagrin, que je n'ai plus d'espoir qu'en vous. Je viens vous demander seulement un entretien de 10 minutes. J'ai l'honneur, etc. » Il reçut le lendemain la réponse. « Monsieur, je vous attends mardi à 5 heures. » En gravissant l'escalier, François Tessier s'arrêtait de marche en marche, tant son cœur battait. C'était dans sa poitrine un bruit précipité, comme un galop de bête, un bruit sourd et violent, et il ne respirait plus qu'avec effort, tenant la rampe pour ne pas tomber. Au 3e étage, il sonna. Une bonne vint ouvrir. Il demanda. « Monsieur Flamel. »« C'est ici, monsieur, entrez. » Et il pénétra dans un salon bourgeois. Il était seul. Il attendit, éperdu, comme au milieu d'une catastrophe. Une porte s'ouvrit. Un homme parut. Il était grand, grave, un peu gros, en redingote noire. Il montra un siège de la main. François Tessier s'assit, puis d'une voix haletante. « Monsieur, je ne sais pas si vous connaissez mon nom, si vous savez... » Monsieur Flanel l'interrompit. « C'est inutile, monsieur, je sais. Ma femme m'a parlé de vous. » Il avait le ton digne d'un homme bon qui veut être sévère, et une majesté bourgeoise d'honnête homme. François Tessier reprit. « Eh bien, monsieur, voilà. Je meurs de chagrin, de remords, de honte, et je voudrais une fois, rien qu'une fois, embrasser l'enfant. » Monsieur Flamel se leva, s'approcha de la cheminée, sonna. La bonne parut. Il dit. Allez me chercher Louis. Elle sortit. Ils restèrent face à face, muets, n'ayant plus rien à se dire, attendant. Et tout à coup, un petit garçon de 10 ans se précipita dans le salon et courut à celui qu'il croyait son père. Mais il s'arrêta, confus, en apercevant un étranger. Monsieur Flamel le baisa sur le front, puis lui dit « Maintenant embrasse monsieur, mon chéri. » Et l'enfant s'en vint gentiment, en regardant cet inconnu. François Tessier s'était levé, il laissa tomber son chapeau, prêt à choir lui-même, et il contemplait son fils. Monsieur Flamel, par délicatesse, s'était détourné, et il regardait par la fenêtre dans la rue.
L'enfant attendait, tout surpris. Il ramassa le chapeau et le rendit à l'étranger. Alors François, saisissant le petit dans ses bras, se mit à l'embrasser follement à travers tout son visage, sur les yeux, sur les joues, sur la bouche, sur les cheveux. Le gamin, effaré par cette grêle de baisers, cherchait à les éviter, détournait la tête, écartait de ses petites mains les lèvres goulues de cet homme. Mais François Tessier, brusquement, le remit à terre. Il cria « Adieu, adieu !» Et il s'enfuit, comme un voleur. L'aveu. Le soleil de midi tombe en larges pluies sur les champs. Ils s'étendent, onduleux, entre les bouquets d'arbres des fermes et les récoltes diverses, les seigles mûrs et les blés jaunissants, les avoines d'un vert clair, les trèfles d'un vert sombre, étalent un grand manteau rayé, remuant et doux sur le ventre nu de la terre. Là-bas, au sommet d'une ondulation, en rangée comme des soldats, une interminable ligne de vaches, les unes couchées, les autres debout, clignant leurs gros yeux sous l'ardente lumière, ruminent et pâturent un trèfle aussi vaste qu'un lac. Et deux femmes, la mère et la fille, vont, d'une allure balancée l'une devant l'autre, par un étroit sentier creusé dans les récoltes, vers ce régiment de bêtes. Elles portent chacune 2 seaux de zinc maintenus loin du corps par un cerceau de barrique. Et le métal, à chaque pas qu'elles font, jette une flamme éblouissante et blanche sous le soleil qui le frappe. Elles ne parlent point, elles vont traire les vaches. Elles arrivent, posent à terre un seau et s'approchent des 2 premières bêtes qu'elles font lever d'un coup de sabot dans les côtes. L'animal se dresse lentement, d'abord sur ses jambes de devant, puis soulève avec plus de peine sa large croupe, qui semble alourdie par l'énorme mamelle de chair blonde et pendante. Et les 2 malivoires, mère et fille, à genoux, sous le ventre de la vache, tirent par un vif mouvement des mains sur le pis gonflé, qui jette, à chaque pression, un mince fil de lait dans le seau. La mousse un peu jaune monte au bord, et les femmes vont de bête en bête jusqu'au bout de la longue file. Dès qu'elles ont fini d'en traire une, elles la déplacent, lui donnant à pâturer un bout de verdure intact. Puis elles repartent, plus lentement, alourdies par la charge du lait, la mère devant, la fille derrière. Mais celle-ci brusquement s'arrête, pose un fardeau, s'assied et se met à pleurer. La mère malivoire, n'entendant plus marcher, se retourne et demeure stupéfaite. « Qu'est-ce que t'as » dit-elle. Et la fille, Céleste, une grande rousse aux cheveux brûlés, aux joues brûlées, tachée de son comme si des gouttes de feu lui étaient tombées sur le visage un jour qu'elle peinait au soleil, murmura, en geignant doucement comme font les enfants battus. « Je ne peux plus porter mon lait !» La mère la regardait d'un air soupçonneux. Elle répéta. « Qu'est-ce que t'as » Céleste reprit, écroulée par terre entre ses 2 seaux et se cachant les yeux avec son tablier. « Ça me tire trop, je ne peux pas. » La mère, pour la 3e fois, reprit. « Qu'est-ce que t'as donc ?» Et la fille gémit. « Je crois bien que me v'là grosse. » Et elle sanglota. La vieille, à son tour, posa son fardeau, tellement interdite qu'elle ne trouvait rien. Enfin, elle balbutia. « Te v'là grosse, manante, c'est-il bien possible ?» C'étaient de riches fermiers, les malivoires, des gens cossus, posés, respectés, malins et puissants. Céleste bégaya. « Je crains ben que oui, tout de même. » La mère, effarée, regardait sa fille abattue devant elle et larmoyant. Au bout de quelques secondes, elle cria. « Te v'là grosse, te v'là grosse. Où que t'as attrapé ça, roulure ?» Et Céleste, toute secouée par l'émotion, murmura. « Je crois bien que c'est dans la voiture à Polyte. » La vieille cherchait à comprendre, cherchait à deviner, cherchait à savoir qui avait pu faire ce malheur à sa fille. Si c'était un gars bien riche et bien vu, on verrait à s'arranger. Il n'y aurait encore que demi-mal. Céleste n'était pas la première à qui pareille chose arrivait, mais ça la contrariait tout de même, vu les propos et leur position. Elle reprit. « Et qu'est-ce qui t'a fait ça, salope ?» Et Céleste, résolue à tout dire, balbutia.
Je crains bien que c'est Polyte. » Alors la mère Malivoire, affolée de colère, se rua sur sa fille et se mit à la battre, avec une telle frénésie qu'elle en perdit son bonnet. Elle tapait à grands coups de poing sur la tête, sur le dos, partout, et Céleste, tout à fait allongée entre les deux seaux, qui la protégeaient un peu, cachait seulement sa figure entre ses mains. Toutes les vaches, surprises, avaient cessé de pâturer, et s'étant retournées, regardaient de leurs gros yeux. La dernière meugla, le mufle tendu vers les femmes. Après avoir tapé jusqu'à perdre haleine, la mère Malivoire, essoufflée, s'arrêta, et reprenant un peu ses esprits, elle voulut se rendre tout à fait compte de la situation. « Polyte ! Si c'est Dieu possible ! Comment que t'as pu, avec un cocher de diligence ? T'avais-tu perdu l'essence ? Faut qu'il t'ait jeté un sort pour sûr, impropre à rien !» Et Céleste, toujours allongée, murmura dans la poussière. « J'y payais point la voiture !» Et la vieille Normande comprit. Toutes les semaines, le mercredi et le samedi, Céleste allait porter au bourg les produits de la ferme, la volaille, la crème et les œufs. Elle partait dès 7 heures avec ses 2 vastes paniers au bras, le laitage dans l'un, les poulets dans l'autre, et elle allait attendre sur la grande route la voiture de poste d'Yvetot. Elle posait à terre ses marchandises et s'asseyait dans le fossé, tandis que les poules au bec court et pointu, et les canards au bec large et plat, passant la tête à travers les barreaux d'osier, regardaient de leur œil rond, stupide et surpris. Bientôt, la guimbarde, sorte de coffre jaune coiffé d'une casquette de cuir noir, arrivait, secouant son cul au trot saccadé d'une rosse blanche. Et Polyte, le cocher, un gros garçon réjoui, ventru bien que jeune et tellement cuit par le soleil, brûlé par le vent, trempé par les averses et teinté par l'eau de vie, qu'il avait la face et le cou couleur de brique, criait de loin en faisant claquer son fouet. « Bonjour, mamselle Céleste, la santé, ça va-t-il » Elle lui tendait, l'un après l'autre, ses paniers qu'il casait sur l'impériale. Puis elle montait en levant haut la jambe pour atteindre le marchepied, en montrant un fort mollet vêtu d'un bas bleu. Et chaque fois, Polyte répétait la même plaisanterie. « Mazette, il n'a pas maigri !» Et elle riait, trouvant ça drôle. Puis il lançait un « Hue, cocotte !» qui remettait en route son maigre cheval. Alors Céleste, atteignant son porte-monnaie dans le fond de sa poche, en tirait lentement 10 sous. 6 sous pour elle et 4 pour les paniers, et les passait à Polyte par-dessus l'épaule. Il les prenait en disant « C'est pas encore pour aujourd'hui la rigolade !» Et il riait de tout son cœur, en se retournant vers elle pour la regarder à son aise. Il lui en coûtait beaucoup à elle, de donner chaque fois ce demi-franc pour 3 kilomètres de route. Et quand elle n'avait pas de sous, elle en souffrait davantage encore, ne pouvant se décider à allonger une pièce d'argent. Et un jour, au moment de payer, elle demanda « Pour une bonne pratique comme mes, vous devriez bien ne prendre que 6 sous ?» Il se mit à rire. « 6 sous, ma belle ? Vous valez mieux que ça, pour sûr !» Elle insistait. « Ça vous fait pas moins de 2 francs par mois ?» Il cria en tapant sur sa rosse. « Tenez, je suis coulant. Je vous passerai ça pour une rigolade. » Elle demandait d'un air niais. « Qu'est-ce que c'est que vous dites ?» Il s'amusait tellement qu'il toussait à force de rire. « Une rigolade ? C'est une rigolade, pardi. Une rigolade, fille et garçon, en avant, 2 sans musique. » Elle comprit, rougit et déclara. « Je ne suis pas de ce jeu-là, monsieur Polyte. » Mais il ne s'intimida pas, et il répétait, s'amusant de plus en plus. « Vous y viendrez, la belle. Une rigolade, fille et garçon. » Et depuis lors, chaque fois qu'elle le payait, il avait pris l'usage de demander. « C'est pas encore pour aujourd'hui, la rigolade. » Elle plaisantait aussi là-dessus, maintenant, et elle répondait. « Pas pour aujourd'hui, monsieur Polyte. Mais c'est pour samedi, pour sûr, alors. » Et il criait en riant toujours. « Entendu pour samedi, ma belle. » Mais elle calculait en dedans que depuis 2 ans que durait la chose, elle avait bien payé 48 francs à Polyte, et 48 francs à la campagne ne se trouvent pas dans une ornière. Et elle calculait aussi que dans 2 années encore, elle aurait payé près de 100 francs. Si bien qu'un jour de printemps qu'ils étaient seuls, comme il demandait selon sa coutume « C'est pas encore pour aujourd'hui la rigolade ?» Elle répondit « À votre désir, monsieur Polyte. » Il ne s'étonna pas du tout, et enjamba la banquette de derrière en murmurant d'un air content. « Et allons donc.
Je savais bien qu'on y viendrait. Et le vieux cheval blanc se mit à trottiner d'un train si doux qu'il semblait danser sur place, sourd à la voix qui criait parfois du fond de la voiture. Hue donc, cocotte! Hue donc, cocotte! 3 mois plus tard, Céleste s'aperçut qu'elle était grosse. Elle avait dit tout cela d'une voix larmoyante à sa mère, et la vieille, pâle de fureur, demanda « Combien que ça y a coûté alors ?» Céleste répondit « 4 mois, ça fait 8 francs pour sûr. » Alors, la rage de la campagnarde se déchaîna éperdument, et retombant sur sa fille, elle la rebattit jusqu'à perdre le souffle. Puis s'étant relevée, « Y as-tu dit que t'étais grosse ?»« Mais non, pour sûr. Pour qu'est que t'y as point dit ? Parce qu'il m'aurait fait repayer peut-être ben ?» Et la vieille songea, puis reprenant ses seaux, « Allons, lève-t'es, et tâche à venir. » Puis, après un silence, elle reprit. « Et puis, n'y dis rien tant qu'il ne verra point, que j'y gagnions ben 6 ou 8 mois. » Et Céleste, s'étant redressée, pleurant encore, décoiffée et bouffie, se remit en marche d'un pas lourd, en murmurant « Pour sûr je dirai point. » Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog lecture sur les contes du jour et de la nuit de Guy de Maupassant. Comme je vous l'ai dit dans la présentation, je ne lis pas tout à fait cette version-là, parce qu'il y aura quelques nouvelles de plus quand j'aurai pensé à bien ranger mes bouquins numériques dans leur petit dossier. Je vous lirai en fait la version un petit peu plus longue avec avec une ou deux nouvelles de plus. Et au final, j'ai calculé. Normalement, comme c'est un e-book qui fait 84 pages, donc plus l'autre nouvelle, on va dire, il va y avoir encore pour 3 ou 4 semaines pour Contes du jour et de la nuit. Je pense que je vais enchaîner avec le recueil de nouvelles du Horla, parce que c'est un recueil qui a moins de nouvelles, mais elles sont plus longues, il me semble. Donc j'enchaînerai les deux. Et grosso modo, vous aurez lu à peu près ce bouquin-là, mais de la version des éditions Connard, avec un seul N. Ce qui m'a fait un petit peu rigoler. Je m'étais pas plus que ça renseignée sur ce qu'étaient les contes du jour et de la nuit, et très honnêtement, je me souvenais de pas grand chose de ce que j'avais lu de Maupassant, à part le Horla. Et le Horla, en fait, c'est juste une nouvelle. Hein. J'ai regardé, c'est une nouvelle là-dedans qui fait une vingtaine de pages, un truc comme ça. Mais bref, j'avais cru voir très rapido que ça pouvait être grivois, effectivement. Donc, on a lu 4 nouvelles là. À l'origine, je voulais en lire que 3, puis après, je me suis allée. Bah oui, ma foi, ça fait quand même 2 filles mères et... Alors, le crime au père Boniface, c'est assez rigolo, parce que ça me faisait penser un petit peu au personnage naïf des bouquins de Pagnol, enfin des histoires de Pagnol. Pagnol, je crois que je l'ai jamais lu, mais j'ai dû voir quand j'étais petite, comme beaucoup de gens, La gloire de mon père, Le château de ma mère, je crois que je sais plus comment s'appelle le troisième, mais il y avait une adaptation à la télé, mais je devais être petite. Et je trouve que c'est un côté frais, Pagnol, un côté un peu frais et innocent, d'autant plus je crois que ce sont ses mémoires quand il était enfant. Sauf que là, donc là, déjà je trouve qu'on n'est pas spécialement sur des contes, enfin en tout cas on n'est pas sur du conte merveilleux. Euh, le crime au père Boniface, c'était assez rigolo parce qu'on a un peu une figure de personnage de facteur un petit peu naïf, un peu âgé et tout ça, et qui se fait un peu prendre au jeu de bouquiner en fait le journal du percepteur qui est nouveau. Précepteur ou percepteur? Percepteur d'impôts, je pense. Percepteur. Et, en fait, il se fait prendre au jeu des faits divers horribles qu'il lit, ce qui fait que ça influence un petit peu son imaginaire, et que bah, il a pris des râles de jouissance pour des râles d'agonie. Surtout qu'il entendait du bruit à l'intérieur, donc peut-être qu'il entendait le bois du lit par exemple. Mais ouais, c'était assez rigolo. Surtout que, enfin, la partie où en gros les gendarmes ils sont morts de rire et puis qu'ils essayent de lui expliquer quand même et qu'ils captent pas tout de suite.
Donc c'est dire que le père Boniface, enfin surtout Madame Boniface, doit pas être très heureuse en ménage. Bon, c'est grivois, ça parle quand même un peu de violence, tout ça. Est-ce que c'est pas un petit peu passé? Est-ce que ça vieillit si bien? Je sais pas. Ouais, enfin, le crime au père Boniface, je trouvais ça assez rigolo. Euh, Après, je trouve qu'il n'y a pas non plus à en dire pendant 15 ans. À Rose, c'était particulier. Mais je trouve en fait qu'il y a vraiment pas mal de désir autour de. J'ai l'impression que ça tourne pas mal autour du désir, ces nouvelles-là. Je trouve que c'est plus des nouvelles. Rose, c'est les petites bourgeoises là qui sont dans le char avec des fleurs, où il y a la fête là, la fête des fleurs. Et par contre, je trouve que c'est assez intéressant l'histoire de la servante, enfin la femme de chambre. Donc c'est pas la femme de ménage, c'est la femme de chambre qui habille et déshabille Madame, qui la masse et compagnie, que ce soit un homme et qu'elle ait jamais remarqué ça. Et alors le truc que j'ai trouvé un peu gênant, et là je pense que c'est un truc qui ça a bien vieilli, c'est écrit par un homme, c'est le fait que j'ai l'impression que la femme qui a été victime entre guillemets de l'usurpation d'identité, enfin du travestissement du bagnard, parce qu'elle le prenait du coup pour, enfin elle a jamais capté que c'était un homme. J'ai l'impression qu'elle était entre guillemets jalouse du fait qu'il avait été condamné pour viol et qu'il s'était jamais rien passé avec elle. Donc je trouve que ça c'est hyper cringe de notre époque. Donc 140 ans 140 ans se sont écoulés. Mais c'est super bizarre. J'ai l'impression que l'autre nana était un petit peu plus naïve. En tout cas, j'ai l'impression que ouais, l'autre femme n'a pas compris en fait ce qui. L'autre femme n'a pas compris ce dont voulait parler en fait la bourgeoise, enfin celle qui a été victime de l'usurpation d'identité. Bon, je sais pas tout à fait une usurpation d'identité, mais celle qui a hébergé un bagnard sans le savoir. Et le décalage est assez bizarre. Je suis pas, je suis pas, mais enfin, je suis très mitigée sur cette nouvelle-là. La troisième, le père, je l'ai trouvée assez touchante quelque part. Ça m'a fait un peu rappeler un livre que j'ai lu récemment qui est vraiment chouette. Après, François Tessier, il est quand même il a l'air quand même plutôt inséré socialement, hein, même si c'est un gros connard avec la jeune Louise. Mais François Tessier, c'est quelqu'un qui est inséré socialement et qui fait un bâtard et abandonne la femme enceinte. Super. Et par contre, qui regrette après. Ça, ce qui est très bien, parce que quelque part, on a l'impression, mais ça c'est avec notre regard d'aujourd'hui, 140 ans, on a l'impression que, enfin moi l'impression que j'ai, c'est que sa vie n'a pas de sens. Il a continué sa vie, certes il n'est pas emmerdé entre guillemets avec une femme et un gosse, mais il continue sa petite vie plan-plan et sa même journée tous les jours, il fait tout le temps la même chose, il est seul. Il y avait tout un chapitre qui insistait beaucoup là-dessus. Et moi, ce que j'entendais, c'est que cette vie-là n'a pas de sens pour lui. Et quand il retrouve en fait cette ancienne maîtresse qu'il a quand même aimée, même s'il l'a abandonnée comme un gros connard, et c'est pas franchement un petit jeu de mots que je fais sur la maison d'édition, mais là en fait il regrette, et puis il regrette surtout de pas avoir vu ce fils pendant 10 ans, et c'est assez bizarre l'espèce d'effusion au final quand ouais, c'est un pauvre type en fait. Je peux pas dire beaucoup plus, hein, bon, 140 ans se sont écoulés, je suis pas forcément non plus au top de la modernité, ni franchement arriéré, mais je sais pas s'il mérite vraiment de retrouver, enfin de rencontrer son fils, et je ne pense pas qu'il mérite le pardon de Louise parce qu'il l'a quand même laissé dans la panade,
Et heureusement qu'elle avait un voisin sympa. Et j'espère que cette jeune femme qui ne voulait tant, qui voulait vraiment, vraiment pas fauter et qui l'a fait quand même, j'espère qu'elle est quand même heureuse dans son ménage. Mais après, c'est pas évident, je trouve, de... Enfin, là, j'avais un peu plus de d'attachement, entre guillemets, à ces personnages-là. Surtout dans le moment où, à leur début, quand ils sont amoureux et tout ça, quand ils se rencontrent, quand ils commencent à sortir ensemble. Mais on la voit, on voit qu'elle continue à être réticente parce qu'elle l'abandonne un peu quand ils sont partis là au bord de la rivière. Mais elle revient. Ils sont amants pendant 3 mois. Donc je pense qu'elle doit toujours habiter chez papa-maman et puis elle vient coucher chez lui en gros. Mais il l'abandonne quand même quand il apprend qu'elle est enceinte. C'est vraiment immonde. Mais et je trouve que justement le père adoptif, il a un comportement très adulte lui. Mais après, il n'y a pas plus d'échanges que ça entre les deux hommes. Mais il aurait pu lui dire, par exemple, ok, je vous autorise à rencontrer votre fils biologique, ça se disait sans doute pas, mais votre fils. Mais c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi le père, en gros. Hein. Vous le rencontrez, c'est tout, point barre. Je trouvais que ça manquait un peu de petits machins comme ça. Mais 140 ans se sont écoulés. L'aveu. Alors, je sais pas si les paysans normands parlaient comme ça. Bon, c'est pas évident. Là, ça me faisait penser un peu à. J'ai oublié de vous dire aussi, le François Tessier et tout ça, ça me faisait penser à Je suis Jeanne et Buterne de Olivia El-Kaïm que j'ai lu il y a pas très longtemps. Je l'ai lu cet été. Et c'est sur l'histoire d'amour entre Jeanne et Buterne et Amadeo Modigliani. C'est une vraie histoire d'amour. C'est une vraie histoire qui s'est déroulée et qui finit très mal. C'est un livre que je vous conseille, il y a un super... comment dire? Le style est vraiment sublime, je trouve, mais l'histoire est vraiment tragique. Donc, lisez-le si ça vous chante, mais quand ça va bien. Et enfin, l'aveu. Donc, je ne sais pas si les paysans normands parlaient comme ça, c'est pas évident. Un peu comme le personnage de Joseph dans Les Hauts de Hurlevent qui parle de Javion, tout ça, là. Mais après, on les comprend, hein, mais je trouve que c'est pas évident enfin, de dire leurs mots, ces mots-là. Ces tournures de phrases, c'est du patois, quoi, en gros. Et là, on est encore sur quelque chose de grivois et on est encore sur une jeune femme qui est un petit peu naïve et un petit peu près de ses sous, qui se dit quand même que le cocher Polyte, là, il l'a fait payer il l'a fait payer trop cher et qu'elle économiserait vachement pour une rigolade entre filles et garçons. Bon, elle avait pas l'air de capter tout de suite ce que c'était la rigolade, mais bon, elle a compris après, puis elle avait l'air d'apprécier. Et mais par contre, oui, bon, c'est vrai quand on rigole entre filles et garçons, on court le risque d'avoir un enfant. Et j'aimais bien, enfin bon, ce que j'ai pas aimé, c'est l'épisode de violence. Je la comprends parce que 140 ans. Mais parce qu'à l'époque, ça devait pas parler plus que ça non plus. Mais quelque part, en fait, ce genre de nouvelles, je me demande si ça peut pas avoir une tendance à coller des préjugés dans la tête des gens qui lisent ces livres longtemps après. Parce que moi, un truc que je pense très fort, c'est que il y a des livres qui sont intemporels, je pense, mais les livres, ils vont surtout s'adresser aux lecteurs contemporains. Enfin bref, c'est une réflexion en passant comme ça. Mais là, on est encore sur un... Parce que de nos jours, une fille qui tombe enceinte en mariage, bah, tout le monde se marie pas, quoi. C'est pas gravissime. C'est pas grave du tout, ça peut être un choix. Mais bref, là, on a vraiment une jeune fille qui est naïve, qui se fait plus ou moins rouler dans la farine par le cocher, qui obtient ce qu'il veut. Euh, J'ai l'impression qu'elle était quand même... qu'il y avait à la fois la curiosité de découvrir ce qu'était la rigolade entre filles et garçons,
mais aussi la volonté d'économiser des sous. Donc est-ce qu'elle voulait pas économiser ses sous pour les foutre dans sa poche ou pour faire économiser des sous au foyer parce que quand même ça fait beaucoup de sous et tout ça. Et en plus, la maman qui dit à la fin, et puis n'ly dit rien, tant qu'il ne verra point que j'y gagnions bien 6 ou 8 mois. Ce qui veut dire qu'en gros, tu dis rien, tu continues à coucher avec le cocher, et comme ça on va économiser des sous. Donc il y a le... Ouais, je sais pas. Ça peut coller le gros préjugé de paysan près de ses sous, radin et compagnie, et puis la vertu, qu'est-ce qu'on en a à carrer. Enfin, ouais, je sais pas. C'est assez jugeant. Est-ce que c'est pas un truc un petit peu classiste, entre guillemets, où l'opposition ras des villes, ras des champs, là, sur ces paysans qui sont radins et qui couchent pour rien. Enfin, bref. Donc voilà, je m'arrête là parce que ça sert à rien de papoter pendant 3 plombes. On se retrouve demain pour ce magnifique livre. Les premiers chapitres des Mutinées de l'Elseneur de Jack London, que je lirai à partir de ce livre-là que j'ai trouvé en boîte à livres. Et il n'est pas dégueu, hein, vous voyez, il est à peine jauni. Un petit peu piqué, mais pas trop. Et bref, j'ai bien vérifié, c'est bien c'est libre de droit. C'est décrit comme le roman le plus sombre de Jack London, qui déjà d'habitude c'est pas forcément un truc qui est méga fun, mais enfin c'est les grands espaces, etc. C'est l'homme confronté à la nature et c'est l'homme confronté à l'homme. Et c'est l'homme aussi pas sous son meilleur jour. C'est ce que j'ai retenu de Cro-Blanc, de La Peste écarlate et de L'Appel de la forêt. Les 3 bouquins que j'ai lus pour le moment de Jack London. Ça fera 4 avec Les Mutinées de Elseneur. Mais donc c'est le livre le plus sombre de Jack London a priori. Je vous montrerai ça quand j'enregistrerai la vidéo. Je vous montrerai comment il est à l'intérieur. Si vous voulez oula, j'ai failli m'assommer. Cet exemplaire-là, vous le trouvez assez facilement en occasion, j'ai regardé. Parce on avait pensé naïvement que c'était peut-être un livre qui pouvait valoir de l'argent. Pas vraiment. Mais il est joli, ma foi. Il est sympa. Donc voilà, je sais pas encore quelle vidéo sortira mercredi parce que je tourne pendant ma première semaine de pause. du coup je tourne vachement en avance. Ça peut être un book haul ou ces livres que je ne relirai pas et dont je me suis débarrassée, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, Maupassant par exemple, vu que je l'ai trouvé en numérique, il va vite filer. Je fais de la place, je suis littéralement envahie de livres, c'est affreux. Je vous souhaite un très bon samedi, portez-vous bien, et à demain pour Jack London, et mercredi pour une autre vidéo, on verra encore. On verra ce que ça sera. Salut!